Imaginez un instant que tout ce que vous redoutez arrive. Votre projet échoue, la personne que vous aimez s'en va, votre réputation est ternie, le sol se dérobe sous vos pieds. Maintenant, respirez et demandez-vous, est-ce que je suis encore en vie? La réponse est oui. Vous êtes là, vous respirez, vous pensez. L'événement est arrivé, mais votre monde intérieur, lui, est toujours debout. C'est précisément là que commence le vrai pouvoir, celui que les philosophes stoïciens de l'Antiquité ont exploré avec une rigueur sans pareille. Leur promesse n'était pas une vie sans tempête, mais une âme capable de traverser n'importe quelle tempête sans sombrer. Aujourd'hui, nous allons déplier cette carte intérieure, cette forteresse de l'esprit que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont bâtie à travers leurs écrits. Parce que dans un monde qui valorise le contrôle sur tout, il nous enseigne l'art suprême, le contrôle sur la seule chose qui nous appartienne véritablement, notre manière de percevoir et de réagir. Tout commence par un principe simple, mais d'une puissance radicale, la dichotomie du contrôle. Épictète, l'ancien esclave devenu maître de pensée, l'a résumé d'une phrase qui résonne comme un coup de gong. Il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui n'en dépend pas. Prenez un instant pour observer votre vie, les actions des autres, les opinions qu'ils ont de vous, le succès ou l'échec d'une entreprise, la météo, le trafic, le passé. Tout cela échappe à votre volonté directe. Nous passons une énergie folle à nous battre contre ces moulins à vent, à vouloir plier la réalité à nos désirs, et chaque résistance de la réalité nous blesse. Le stoïcisme propose un renversement total de perspective. Au lieu de gaspiller votre force vitale sur l'incontrôlable, investissez-la tout entière dans ce qui dépend de vous. Vos jugements, vos valeurs, vos désirs, vos aversions et les actions que vous entreprenez en ce moment même. Votre patron peut vous crier dessus. Cela ne dépend pas de vous. Mais votre interprétation de ces cris, votre décision de le voir comme un agresseur ou comme une personne stressée, votre choix de répondre par la colère ou par le calme, cela dépend entièrement de vous. Ce déplacement de l'attention n'est pas de la résignation. C'est une stratégie militaire de génie. C'est choisir son terrain de bataille. Sur le champ de l'incontrôlable, vous serez toujours vaincu. Sur le champ de votre propre esprit, vous pouvez devenir invincible. Marc Aurèle, empereur d'un empire en crise, se murmurait à lui-même dans ses pensées pour moi-même. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette force ne vient pas du déni, mais d'un réalisme froid. Commencez votre journée par cette simple question. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi aujourd'hui? Et ancrez-y votre volonté. Cette discipline de l'esprit trouve son application la plus cruciale face à ce que les stoïciens appelaient les représentations, ces impressions brutes qui frappent notre conscience. Un événement survient et immédiatement, notre jugement s'emballe, teintant la réalité de peur, de désir ou de colère. La maîtrise stoïque consiste à insérer entre l'événement et votre réaction un espace de liberté infime mais décisif. Sénèque l'exprimait ainsi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Imaginez que vous receviez un message laconique et froid d'un être cher. L'impression première peut être une pointe d'angoisse. Il m'en veut, quelque chose ne va pas. C'est la représentation. Le stoïcien entraîné va saisir cette pensée au vol, la suspendre dans l'air de sa conscience et l'examiner comme un objet étranger. Est-ce un fait? Non, c'est une interprétation. D'autres interprétations sont possibles. Cette personne est simplement occupée, fatiguée, ou le message a été écrit à la hâte. En refusant d'accorder son assentiment immédiat à la première interprétation, il se donne le choix de sa réponse émotionnelle. Il pratique ce que Marc Aurèle appelait enlever l'opinion ajoutée, pour voir la chose nue telle qu'elle est. Un message est un message. Rien de plus jusqu'à preuve du contraire. Cette pratique n'engendre pas de l'indifférence, mais de la clarté. Elle vous empêche d'être le jouet de vos propres suppositions catastrophiques. C'est dans cet espace que grandit votre liberté intérieure, car personne ne peut vous forcer à adopter un jugement que vous n'avez pas préalablement approuvé. Vous n'êtes plus une marionnette tirée par les ficelles des événements extérieurs. Vous devenez l'observateur puis l'arbitre. Et cet arbitrage s'applique aussi à notre rapport au futur, source d'une anxiété immense. Nous souffrons par anticipation. Nous redoutons des maux qui ne sont souvent que des fantômes de notre imagination. Sénèque conseillait de pratiquer la préméditatio malorum,
la préméditation des difficultés, non pas pour sombrer dans la peur, mais pour les désamorcer. En envisageant sereinement, en imagination, la perte d'un bien, un échec, une critique, on se rend compte d'une chose essentielle, on survivra. L'âme est plus résiliente qu'on ne le croit. En acceptant par la pensée ce que l'on craint, on lui retire son pouvoir de nous surprendre et de nous terrasser. On se prépare non pas à un destin funeste, mais à sa propre force. C'est cette même force que l'on doit convoquer face aux personnes difficiles. Les stoïciens voyaient chaque rencontre, chaque friction, comme un exercice spirituel. Épictète disait « Quand quelqu'un t'irrite, sache que c'est ton jugement qui t'irrite. L'autre personne agit selon sa propre nature, ses propres blessures et son ignorance. Vouloir qu'elle agisse autrement, c'est vouloir que le figuier ne porte pas de figues. C'est absurde et source de frustration perpétuelle. L'approche stoïque est double. D'abord, comprendre que l'offense réside dans notre perception de l'acte comme une offense. Ensuite, voir dans cette personne un professeur involontaire qui met à l'épreuve notre patience, notre compassion et notre justice. Marc Aurèle, qui devait composer quotidiennement avec des courtisans hypocrites, des généraux ambitieux et des citoyens ingrats, écrivait « La meilleure manière de se venger, c'est de ne pas ressembler à celui qui a fait le mal. En refusant de rendre la colère par la colère, la médisance par la médisance, on brise la chaîne de la réaction aveugle. On agit selon sa propre nature vertueuse et l'on préserve sa tranquillité d'âme, qui est le bien le plus précieux. Cela ne signifie pas tout accepter passivement, mais répondre avec mesure, depuis un centre intérieur calme et inébranlable. On se protège ainsi bien plus efficacement qu'en engageant une bataille émotionnelle épuisante. Cette maîtrise de soi n'est pas un don, mais un muscle. Et comme tout muscle, elle se forge par l'entraînement quotidien, par ces petits choix où l'on décide de voir le monde non pas comme il nous arrive, mais comme on choisit de le recevoir. Cet entraînement quotidien trouve son terreau le plus fertile dans l'adversité même. Pour le stoïcien, l'obstacle n'est pas une malédiction, mais la matière première de la vertu. C'est ici que la philosophie cesse d'être une théorie pour devenir un art de vivre héroïque. Marc Aurèle nous le rappelle avec une vigueur martiale, l'obstacle fait avancer, ce qui fait obstacle devient le chemin. Contemplez cette idée un instant. La pierre qui barre la route n'est pas la fin du voyage, elle est le voyage lui-même. Son existence vous force à trouver une nouvelle force, une ruse, une patience que vous n'auriez pas découverte sur une route plate et facile. Votre projet est rejeté, cela vous force à l'améliorer ou à en trouver un plus aligné avec vos talents. Une relation se brise, cette douleur vous enseigne la valeur de la connexion et vous révèle des parties de vous-même à soigner. L'adversité est le miroir le plus véridique de notre caractère. Sénèque, qui a vécu l'exil, les intrigues politiques et une santé fragile, écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le défi révèle non pas la difficulté de la tâche, mais la mesure de notre courage. En accueillant l'épreuve non comme un ennemi, mais comme un partenaire d'entraînement envoyé par le destin ou par la nature, comme il disait, vous transformez radicalement votre expérience de la vie. Vous passez de la posture de la victime ballottée par les circonstances à celle de l'artisan, qui sculpte sa propre statue avec les outils qu'on lui a donnés, même si ces outils sont rugueux. Ce travail de sculpture intérieure exige une attention constante à nos désirs et à nos aversions. C'est le deuxième pilier de la pratique stoïque. La plupart de nos souffrances naissent d'un désir désordonné pour ce que nous n'avons pas ou d'une aversion panique pour ce que nous avons. Nous courons après la richesse, la gloire, les plaisirs, et nous fuyons la pauvreté, l'obscurité, la gêne. Mais en agissant ainsi, nous rendons notre bonheur totalement dépendant de choses fragiles et éphémères qui peuvent nous être ôtées à tout moment. La proposition stoïcienne est audacieuse. Il faut aligner nos désirs sur ce qui dépend de nous, être juste, courageux, modéré, sage, et retirer notre aversion des choses qui n'en dépendent pas. Désirez ardemment la vertu et soyez indifférent à tout le reste. Épictète, dans son langage direct, lançait « Demande-toi, cette chose que je veux, est-ce qu'elle dépend de moi ou non? Si elle n'en dépend pas, renonce à la vouloir. » Cela ne signifie pas ne rien ambitionner. Cela signifie ne pas lier son équilibre intérieur à l'obtention de l'objet. Vous pouvez œuvrer de toutes vos forces pour réussir dans votre carrière, mais si vous échouez, votre estime de vous-même et votre paix ne doivent pas en être affectées, car vous avez contrôlé l'effort, pas le résultat.
Cette disposition intérieure, c'est ce que Sénèque appelait la volonté conforme aux événements. Elle est la source d'une sérénité imperturbable, car vous ne luttez plus contre le courant de la réalité. Vous y naviguez, utilisant les vents contraires eux-mêmes pour progresser. Vous vivez alors en accord avec la nature, non pas au sens romantique, mais au sens de l'ordre rationnel du monde, en acceptant votre place et votre rôle avec grâce et responsabilité. C'est dans cette acceptation active que réside la véritable forme de courage. Non pas l'absence de peur, mais l'action juste malgré la peur. Le stoïcien distingue la souffrance physique ou émotionnelle, qu'il reconnaît comme réelle, de la détresse morale, qui, elle, est optionnelle. Vous pouvez ressentir de la tristesse face à une perte, c'est humain. Mais vous pouvez choisir de ne pas y ajouter le drame de la révolte contre le fait même que cette perte ait eu lieu. Pourquoi moi est une question qui n'a pas de réponse et qui nourrit l'amertume. La question stoïcienne est « Et maintenant, que fais-je de ce qui m'arrive ?» Cette capacité à endurer sans se plaindre, à porter son fardeau avec dignité, est une forme de beauté morale qui impressionnait même les contempteurs du stoïcisme. Elle vous rend indépendant du regard d'autrui, car votre valeur ne se mesure plus à vos succès extérieurs, mais à la fermeté de votre caractère. Vous construisez ainsi une forteresse intérieure dont les murs sont faits de raison et de volonté, et où nul événement extérieur ne peut plus pénétrer pour vous dévaster. Cette forteresse est votre véritable demeure, et c'est de ce lieu de puissance tranquille que l'on peut envisager de se relier aux autres d'une manière nouvelle, non plus dans la dépendance affective ou latente, mais dans un échange authentique et vertueux. Car le stoïcisme, souvent perçu comme une philosophie de froide isolation, porte en réalité une vision profonde et exigeante des relations humaines. Elle commence par un principe simple. Nous sommes faits pour la communauté. Marc Aurèle ne cessait de se le répéter. Je suis fait pour la cité, mes actions doivent en être les actions. Mais cette appartenance ne doit pas être une source de fragilité. La qualité de nos liens ne dépend pas de la manière dont les autres nous traitent, mais de la manière dont nous choisissons de les traiter, nous. C'est là que la vertu de justice, chère aux stoïciens, entre en jeu. Elle nous invite à voir en chaque être humain, aussi difficile soit-il, un membre de la même famille humaine, doté de la même parcelle de raison divine. Lorsque quelqu'un commet une faute, Épictète conseille de se dire « il en était ainsi pour lui », c'est-à-dire qu'agit par ignorance de ce qui est véritablement bien. Cette perspective désarme la colère et la remplace par une forme de pitié ou de patience instructive. Votre rôle n'est pas de le haïr, mais, si l'occasion se présente, de l'aider à voir plus clair, tout en protégeant votre propre paix. Cette approche transforme radicalement les dynamiques de pouvoir. Vous n'êtes plus en réaction, vous êtes en action guidée par des principes. Cette maîtrise de soi et cette justice trouvent une application cruciale dans un domaine où les émotions, les attentes et les projections sont souvent reines, celui des relations intimes et de la séduction. Le stoïcien aborde cela avec le même cadre qu'il applique au reste de sa vie. Tout d'abord, par la dichotomie du contrôle. Vous ne contrôlez pas les sentiments de l'autre, son attirance, ses réactions. Ce qui dépend de vous, c'est votre propre intégrité, votre clarté d'intention, votre manière de communiquer, votre respect et votre capacité à gérer vos propres désirs et rejets. Une séduction fondée sur la manipulation ou la fausse représentation de soi est vouée à l'échec stoïcien, car elle corrompt votre vertu et vous lie aux résultats extérieurs. À l'inverse, une approche authentique, où vous présentez votre vrai visage, où vous exprimez un intérêt avec franchise et sans demande pressante, vous garde libre et digne, quelle que soit l'issue. Sénèque le disait à propos de l'amitié, mais cela s'applique ici. Si tu veux être aimé, aime. Non pas comme une technique de calcul, mais comme l'expression naturelle d'un caractère tourné vers l'autre avec bienveillance et curiosité véritable. La confiance en soi stoïque ne vient pas de la certitude d'être désiré, mais de la certitude d'agir avec honneur et raison, en accord avec ses valeurs. Cette forme de présence, calme, centrée et non nécessiteuse, est souvent paradoxalement la plus attirante, car elle dégage une force tranquille et rassurante. Elle communique que vous êtes complet en vous-même et que vous cherchez une connexion, pas une validation. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Cette maîtrise du discours et de la présence est justement un art que le stoïcisme cultive.
Parler avec maîtrise, ce n'est pas avoir un bagage de techniques de drague, c'est savoir écouter plus que parler, c'est savoir poser des questions pertinentes, c'est être capable de partager ses pensées avec clarté et sans emphase. Et surtout, c'est savoir se taire et être à l'aise dans le silence. C'est la discipline de l'assentiment appliquée à la conversation. Ne pas réagir impulsivement à une pique. Ne pas chercher à plaire à tout prix. Ne pas interpréter hâtivement un silence. C'est voir la conversation comme un exercice commun de recherche de vérité et de connivence, pas comme un champ de bataille ou une performance. Cette qualité d'être, cette persona forgée par la vertu, est votre atout le plus puissant. Elle vous permet de créer une attraction qui n'est pas basée sur l'illusion, mais sur la reconnaissance d'une force de caractère authentique. Et si la connexion ne se fait pas, le stoïcien pratique l'amor fati, l'amour du destin. Il accepte cet événement aussi, sans amertume, sachant que cela lui évite une relation qui n'était pas alignée et lui libère le chemin pour ce qui est véritablement fait pour lui. Il reste entier, il reste debout, car son estime de soi ne reposait pas sur cette conquête. Il se redirige alors vers ce qui dépend toujours de lui, devenir, chaque jour, une version plus vertueuse, plus courageuse et plus sage de lui-même. C'est ce travail perpétuel sur soi qui est la véritable destination. Et pour ceux qui souhaitent approfondir cette voie et en explorer toutes les applications pratiques dans la vie moderne, y compris dans la manière de se relier aux autres avec puissance et authenticité, la chaîne est là pour vous guider. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de ces explorations. Cette destination, ce travail perpétuel sur soi, constitue l'essence même de la vie bonne selon les stoïques. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection statique, mais de s'engager dans une marche constante vers la vertu. Et cette marche a un nom, le progrès moral. Le sage stoïcien est un idéal, une étoile polaire qui guide la navigation, plus qu'un port que l'on atteint un jour. L'important n'est pas d'être déjà arrivé, mais d'avancer résolument dans la bonne direction. Chaque jour offre son lot de petites épreuves, de petites tentations, de petites irritations. Chacune est une opportunité de s'exercer. Avez-vous réussi à ne pas vous emporter dans les embouteillons? C'est un progrès. Avez-vous choisi d'être honnête alors qu'un petit mensonge vous arrangeait? C'est un progrès. Avez-vous accompli votre travail avec soin indépendamment des éloges ou des critiques? C'est un progrès. Ces victoires silencieuses, invisibles aux yeux du monde, construisent pierre après pierre votre citadelle intérieure. Marc Aurèle se réveillait chaque matin en se disant qu'il allait rencontrer des personnes ingrates, arrogantes, malhonnêtes. Il ne le faisait pas par pessimisme, mais pour se préparer à exercer sa vertu précisément face à cela. Sa journée était réussie, non pas s'il avait évité ces personnes, mais s'il avait réussi à rester juste, bienveillant et raisonnable en leur présence. Le succès se mesure à l'aune de votre caractère, pas à l'aune de votre confort. Cette pratique exige une forme de vigilance de tous les instants, une introspection régulière. Le soir venu, Sénèque recommandait de passer en revue sa journée. Quel mal t'ai-je guéri aujourd'hui? Quel vice ai-je combattu? En quoi me suis-je amélioré? Il ne s'agissait pas de se flageller pour ses erreurs, mais de les examiner avec le détachement d'un médecin diagnostiquant une maladie pour mieux la soigner le lendemain. Cet examen de conscience est l'outil qui affine votre discernement et affine votre capacité à distinguer dans le feu de l'action ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. Il vous permet de célébrer vos petites victoires sur vous-même, renforçant ainsi votre résolution. Progressivement, vous découvrez que la sérénité n'est pas un état d'absence d'émotion, mais un état d'harmonie. Vous ressentez toujours les choses, la joie d'une réussite, la tristesse d'un adieu, mais ces émotions ne vous submergent plus. Elles traversent le ciel de votre conscience comme des nuages, sans obscurcir le soleil constant de votre raison. Vous devenez stable, non pas comme une pierre insensible, mais comme le profond océan, dont la surface peut être agitée par les vents, mais dont les fonds restent calmes et immuables. Finalement, l'art de bien vivre, que certains pourraient réduire à des techniques, se révèle être un alignement total avec la réalité. C'est l'art de bien recevoir ce que la vie présente, de bien interpréter les événements, de bien agir dans le monde et de bien se relier aux autres. C'est embrasser son destin, amor fati, non par résignation morbide, mais par une compréhension profonde que chaque élément de votre existence, y compris les épreuves les plus dures, est la matière qui vous est donnée pour sculpter votre excellence personnelle. Comme le disait Épictète, « Souviens-toi que tu es ici comme un acteur dans une pièce qui tient le rôle que le metteur en scène a voulu. S'il veut que tu joues un pauvre, joue-le bien.
un estropié, un magistrat ou un simple citoyen, joue-le bien. Car ton affaire, à toi, c'est de bien jouer le rôle qui t'est donné, à lui de choisir ce rôle. Votre pouvoir, votre liberté, votre grandeur résidant entièrement dans la manière dont vous incarnez ce rôle, quels que soient dans les décors et les autres acteurs. Vous n'avez pas choisi la pièce, mais vous avez un pouvoir absolu sur votre jeu d'acteur. En cultivant cette intériorité forte, vous ne devenez pas invulnérable aux événements extérieurs, mais vous devenez invincible dans votre capacité à les traverser sans perdre votre humanité, votre dignité et votre paix. Vous apprenez à bien prendre ce qui vient, non pas en subissant passivement, mais en accueillant avec une conscience active et une volonté ferme. C'est la leçon ultime du portique. La vie ne nous épargnera pas les coups, mais elle nous a donné, en nous, toutes les ressources pour les recevoir, nous relever et continuer notre marche, plus sage et plus fort après chaque épreuve. Le chemin est là, sous vos pas. Il commence par le prochain souffle et par le prochain choix que vous ferez, en pleine conscience de votre pouvoir véritable.